Dans une semaine, à partir de lundi 11 novembre, la destruction de l'immeuble dérangeur de Beaumarchais a commencé avec l'aide du génie militaire de FARDC. Mort d'homme à Bumbu pour avoir voulu prendre de l'air frais à l'extérieur, Julie, la trentaine révolue, a été tuée par plusieurs balles par des bandits. Antena, le journal, Mamie, Tambou. Très heureuse de vous retrouver ce lundi pour suivre l'essentiel de l'actualité. Un journal qui reçoit pour vous l'ambassadeur André Alain Atundu, qui est cadre de la majorité présidentielle. Avec lui, nous ferons le point sur l'éventuel document qui sera signé à Kampala. Justement, c'est un accord qui pourrait apporter une paix durable dans la région de Grand Lac, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. Les délégués du gouvernement et ceux du M23 pourront signer ce soir un document qui met fin à plus de 12 mois de conflits armés. Dans ce document qui contient 11 points, le M23 prend l'engagement de mettre un terme à son insurrection et à se transformer en parti politique. Et le gouvernement, lui, s'engage à amnistier les combattants du M23 pour faits de guerre et insurrectionnels, à l'exception de ceux qui sont accusés de crimes de guerre et contre l'humanité. Néanmoins, la terminologie du document à signer à Kampala ne fait pas l'unanimité dans l'opinion nationale. Alain Kouka s'est penché sur la question. La conclusion de pourparlers de Kampala signe-t-elle la fin d'un cycle de violence dans l'est de la République démocratique du Congo? La question vaut son pesant d'or lorsqu'on sait que ce cycle infernal, qui a duré près de 2 décennies, a donné lieu à l'un des conflits les plus meurtriers depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. De l'AFDEL jusqu'au M23, en passant par le RCD et le CNDP, les rébellions successives dans le Kivu ont été soutenues par le Rwanda et l'Ouganda pour diverses raisons souvent stratégiques. C'est un fait historique indéniable. Aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique impulsée par l'accord cadre d'Addis Abeba, les 11 pays de la région de Grand Lac, signataires de cet accord, ont tout intérêt à œuvrer pour la stabilisation de l'Est de la RDC. Et la victoire des FARDC sur les rebelles du M23 est bon pour le moral du Congo, qui peut enfin mettre un terme à la guerre et en profiter pour avoir une véritable armée nationale, républicaine et dissuasive. Toutefois, la fin de la guerre doit être sanctionnée par un document, puisse-t-il s'appeler accord, déclaration, armistice, etc. Même si la cessation des hostilités ne signifie pas forcément la fin de la guerre. Pour preuve, les 2 Corées, qui ont cessé les hostilités depuis environ 50 ans, sont toujours en état de guerre, faute d'un accord de cessez-le-feu. La RDC, malgré ses victoires militaires, a donc l'obligation de signer à Kampala un document qui sanctionne effectivement la fin de la guerre avec le M23 et ses parrains étrangers. Ce document devrait être le reflet de l'équilibre des forces en présence et de la situation géostratégique qui prévaut actuellement dans la région. Et il est essentiel que cette signature se fasse devant des témoins garants de la communauté internationale, notamment l'envoyé spécial de l'ONU, Mary Robinson, et celui des USA, Russell Feignol. Alors question, faut-il signer un accord ou une déclaration à Kampala? Vraisemblablement, ce n'est qu'une guerre de mots. Accord ou déclaration de Kampala après la victoire de forces armées de la République démocratique du Congo sur les rebelles du M23. Faut-il signer un accord à cette question? Le député national des FONUS, Emery Okunji, s'inscrit en faux. Il a été rencontré ce matin au Palais du Peuple par Eric Izami et Hugues Moussonguilay. Donné pour être signé lundi 11 novembre 2013, l'accord de Kampala ou déclaration de Kampala bouleverse quelque peu les acteurs politiques. Les raisons sont évidentes et plus rien n'est à discuter avec le M23. Voilà que les FARDC ont mis leurs forces, ont mis tout ce qu'il fallait mettre en œuvre pour les déloger. Une force négative qui occupait une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Et ils ont été délogés, vaincus par les FARDC. Et on vous dit que vous devez signer un accord avec eux. Quel accord? Pour Emery Okunji, député national du FONUS opposition, signer un quelconque papier avec le M23 n'aura pas de sens. Et ça sera une première dans l'histoire du monde. On impose à un gouvernement de la République, à une République démocratique du Congo, qui a chassé de son territoire national, mon cher ami, attendons voir le contenu de cet accord. Et nous saurons quoi dire et l'on saura
qui a signé cet accord-là pour engager la République. À Kampala ou ailleurs, le chef de l'État Joseph Kabila avait affirmé devant les élus députés nationaux et sénateurs réunis en congrès le 23 octobre 2013 que rien ne pourra être occulté pour apporter la paix durable en RDC. Ambassadeur Atundou, je vous retrouve. Bonsoir. Bonsoir, madame. Confirmez-vous ici sur ces plateaux que quelque chose sera fait à Kampala aujourd'hui? En principe, puisque la journée diplomatique des négociations ne s'est pas encore clôturée, mais jusqu'il y a 30 minutes, les deux délégations étaient toujours en pourparlers. Donc, rien n'a encore été effectivement signé jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant. Et alors, au fait, ça sera quoi qui sera signé aujourd'hui? Un accord ou une déclaration? Parce qu'il y a un problème de terminologie. Aujourd'hui, c'est le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est la date de l'armistice des deux guerres. Et c'est important parce que si la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu, c'est parce que la première n'a pas été bien conclue. Je n'ai pas dit, elle a connu une issue victorieuse, mais elle n'a pas été bien conclue. Une guerre conclue ne se conclut qu'autour d'une table pour sécuriser le vainqueur et le vaincu. Si le vaincu n'est pas sécurisé, il sera tenté de reprendre par d'autres voies ce que les documents ne lui garantissent pas. Voilà l'importance d'un document final, si je peux ainsi m'exprimer. Alors selon vous, accord, déclaration et tout ça, mais c'est le contenu. Vous savez, juridiquement, la nature d'un document n'est pas exprimée par l'intitulé, mais par le contenu. Donc, ce contenu-là devrait, respecter la légalité républicaine, c'est-à-dire les conditions prévues par la Constitution, respecter les lois internationales auxquelles nous avons adhéré. 3, respecter les conditions d'intégration dans une armée moderne, dissuasive, que nous sommes en train de former aujourd'hui avec des partenaires belges, des partenaires américains et autres. Mais peut-être que vous avez raison en parlant sur le contenu qui importe beaucoup, mais seulement, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre un accord et une déclaration? Absolument. Une déclaration, en principe, c'est une profession de foi, tandis qu'un accord, c'est un document qui renseigne sur les droits et les devoirs de chaque signataire. Et selon vous, pourquoi signer un document alors qu'on sait que les FRDC ont eu à remporter comme un Je viens de vous le dire, le document est important pour nous assurer une paix durable dans la région. Parce que ce document, qu'il soit accord, qu'il soit armistice, qu'il soit, comment vous dites, déclaration, va nécessairement impliquer les sources d'approvisionnement du M23 et les auteurs intellectuels de cette rébellion. Mais vous n'estimez pas que cet accord sera seulement, ces documents sera seulement signé avec le M23 et pour ça implique. Mais pourquoi la communauté internationale est là? Et cet accord ou ce document sera signé dans le cadre de la CIRGL, dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba, dans le cadre des résolutions multiples. Et donc, les auteurs intellectuels sont, j'allais dire, bouclés. Ils sont bouclés parce qu'ils auront difficile à sortir de ce carquois dans lequel ils se sont mis. Alors, comment faire pour consolider la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo? Il faut consolider les rapports de sérénité sur le plan politique avec tous nos voisins impliqués dans la guerre. Deuxièmement, puisqu'en fait, le véritable objet de la guerre, c'est l'exploitation illicite de nos ressources, donc il faudrait décriminaliser cette exploitation en signant des accords de coopération
bilatérales ou des accords de coopération, des accords bilatéraux ou multilatéraux. Et donc c'est comme ça qu'il faut. Ce n'est pas le fait de cesser de tirer, non, non, non. Plus loin, c'est la coopération économique qui garantit la conjonction d'intérêts entre nous et nos voisins. Voilà la véritable source d'une paix durable. En bref, toujours en politique, 95 ans déjà depuis la signature le 11 novembre 1918 de l'amnistie marquant la fin du combat de la Première Guerre mondiale à Kinshasa. La cérémonie prévue aujourd'hui à l'honneur de vétérans congolais est reportée sine die. L'actualité du côté de la primature sur le Premier ministre Matata Ponyo qui s'est personnellement rendu le week-end dernier à Massina à l'entrepôt de Transco. Il a assisté à l'arrivée des bus achetés à l'étranger, plus précisément en Égypte. Il a présidé, comme tout le lundi, la Troïka stratégique qui s'est penchée sur les indicateurs économiques. Un commentaire de Jean-Louis Miaswekama. Réunion ordinaire de la Troïka ce lundi 11 novembre 2013. Le Premier ministre Matata Ponyo, avec son équipe économique restreinte, a passé en revue les principaux indicateurs macroéconomiques. Selon l'évolution de l'économie, l'année pourra s'achever avec un taux de croissance de 8,2% et un taux d'inflation de 1%. Matata Ponyo, 2 jours auparavant, a assisté à l'arrivée des bus de la compagnie Transco. Ils ont été achetés avec de l'argent du Trésor public. La commande est de 300 bus à l'usine en Égypte. Et voici le premier lot. Jusque-là, le gouvernement a fait une commande de 500 bus pour Transco. Le total devrait arriver à 1500 bus pour toute la RDC. D'ici la fin de l'année, les 300 premiers bus. Et janvier-février 2014, on va avoir 500 bus. C'est déjà un stock de bus plus important que ce que Sotraz avait à l'époque. Pour avoir le nombre de 207 absorbés, il faut faire 500 fois 3 au moins. Et donc voyez-vous que c'est une capacité d'absorption de près de 1500 bus de 107. Donc le prochain lot des bus qui arrive va commencer déjà à être canalisé vers le ville de Lubumbashi, les villes de Kisangani et les autres villes de l'intérieur du pays. Pour lancer Transco le 30 juin 2013, le gouvernement l'a doté d'un fonds de roulement de 3 mois, rémunération carburant pour $316 000 et d'une subvention d'équilibre de $500 000. Je le dis en ouverture que le quartier Mbaki dans la commune de Bumbo a connu une ambiance très particulière dans la nuit du dimanche à lundi. Une femme a été tuée à domicile par les hommes à main armée. La population de ce coin a lancé un cri d'alarme aux autorités pour mettre fin à l'insécurité. Nadia Koulinfouka et Douzen Belebele pour le reste. La commune de Bumbo est actuellement comptée parmi les coins de la capitale où l'insécurité règne en maître. Dans la nuit du 10 novembre, une femme âgée d'une trentaine d'années révolues a trouvé la mort abattue par les hommes armés non autrement identifiés. Selon les explications reçues sur le lieu du crime, la victime s'était rendue à l'extérieur de la maison pour profiter du temps qu'il faisait. Elle a été vite remarquée par les bandits. S'étant enfouie à l'intérieur de la maison, c'est en voulant refermer la porte derrière elle, l'irréparable est arrivé. La nièce de la victime a donné sa version de fait. C'était vers minuit, pendant que l'on dormait, la porte s'est ouverte et maman a demandé si c'était qui. Elle nous a répondu qu'elle voulait prendre de l'air. Quelques temps après, on a écouté les coups de balle. Et puis, c'était des soldats qui sont entrés à la maison. Il y avait du sang partout. Comme l'a témoigné un voisin de la victime, cette situation n'est pas la première. Les amis, on s'est sensibilisés et on a acheté quand même un peu de secrets pour que nous puissions quand même se prendre en charge. Parce que il y a des problèmes sérieux qui se passent ici. L'insécurité totale de notre commune. C'est pour ça que nous demandons vraiment l'assistance de l'État, l'assistance du gouvernement pour qu'on puisse quand même terminer avec cette situation qui est en train de nous combattre ici dans notre commune. Le gouvernement provincial, la police de la ville ont tous l'obligation de tout mettre en œuvre pour sécuriser davantage les personnes et leurs biens. Sinon, les paisibles citoyens continueront à payer les prix de l'insécurité.
Nous ne le disons pas assez, mais les forces armées de la République démocratique du Congo ont de génie militaire. Ces experts ont commencé ce lundi 11 novembre avec les préliminaires en vue de détruire méthodiquement l'immeuble dérangeur sur Flambeau au quartier Bon Marché à Barumbu, constat effectué sur le terrain par Eric Izami et Hugues Songelaï. Le voici, l'immeuble dérangeur du quartier Bon Marché. Il a tellement dérangé la vie de ce voisin que ceux-ci ont vu venir lundi 11 novembre 2013 les experts de génie militaire pour entamer sa destruction avec méthode. Pour éviter l'embrasement de tous les quartiers, on a préféré procéder par la destruction progressive. Donc dans un premier temps, nous allons stabiliser. La stabilisation. Donc, niveau par niveau. Ce génie de FARDC dresse des tentes et durant une semaine, ils vont apporter la quiétude souhaitée depuis aujourd'hui plus de 2 semaines. Procéder par mettre les vérins pour soutenir les murs. Et ensuite, dès que nous avons la stabilisation, on va procéder par la destruction progressive. Et nous avons opté pour l'option de la destruction progressive pour avoir moins de dégâts possibles. Autant cet immeuble de rangeurs a fait barricader la route Flambeau, autant sa destruction va libérer les quartiers Bon Marché de la psychose et la commune de Barumbu sera en paix. Et le bourgmestre de la commune de Bumbo, Alidor Chibanda, est descendu ce lundi dans les rues de sa municipalité pour sensibiliser ses administrés à la bonne gestion des immondices. Ceci dans le but d'éviter toute pollution de déchets, de garder la commune propre. Nadia Poulinfouka avec Douzaine Belbele. Dans le cadre d'un partenariat public-privé que le bourgmestre de la commune de Bumbo est allé sensibiliser ses administrés à la gestion d'immondices. Il a aussi parcouru toutes les rues et quartiers de sa municipalité. C'est là après plusieurs tentatives qui n'avaient pas abouti à des résultats escomptés. Pour y arriver, cette fois-ci, l'autorité municipale s'est fait épauler par la Fondation Hortensia. Moi, je suis là juste en fait pour la sensibilisation. Dans chaque parcelle, on fait un peu du porte-à-porte pour leur expliquer comment on va leur vendre les sachets et qu'on va les récupérer une semaine après pour l'évacuation, pour la propreté de la commune. Cette initiative connaît 2 volets, la lutte contre l'insalubrité et la création d'emplois au bénéfice des jeunes de Zévré pour éviter justement une insécurité grandissante dans cette commune. Comment ça se passait, j'ai vu à la télévision comment la commune était très sale, comment le bourgmestre se plaignait, et puis j'ai voulu donner aussi du travail aux anciens Koulouna qui sont chez eux et qui n'ont apparemment rien à faire, et ça va les occuper, et je pense que ça les empêchera de penser aux mauvaises idées qui leur viennent chaque fois. On jetait des poubelles, des immondices n'importe où avec des chariots. J'ai interdit la circulation des chariots sur toute l'étendue de ma commune. Il n'y a que des chariots de la commune avec le camion Ben et l'appui qui va venir de la RATPK qui pourront circuler pour ramasser le sachet que nous allons distribuer parcelle par parcelle. C'est 1000 francs. Après la sensibilisation de porte à porte, la population sera dans l'obligation de se procurer des emballages qui revient à 1000 francs congolais la pièce auprès des chefs de quartier. Ces emballages qui serviront désormais des poubelles. Ambassadeur Atundu, est-ce que le gouvernement de Kinshasa est capable à ce jour de réouvrir les écoles de formation militaire? Je pense. L'école de Kananga est déjà ouverte. Je crois qu'Itona aussi. Et il y a des centres de formation, notamment à Kisangani, par les Américains ou à Kindu par les Belges. Mais je crois que le gouvernement est tout à fait capable. Mais c'est une question d'opportunité, une question de moyens aussi, une question d'objectif immédiat. Est-ce qu'il est-il nécessaire au gouvernement d'instaurer l'approche obligatoire aux jeunes diplômés pour suivre la formation militaire, 1 ou 2 ans? C'est l'idéal. C'est l'idéal pour plus d'une raison. D'abord, c'est une école de nationalisme, du dévouement à la patrie. C'est une école de héroïsme. Mais il se bute à un problème pratique. C'est le problème budgétaire. Ce n'est pas une opération qu'on fait en une fois,
c'est une opération qu'on le fait autant que possible. Et je crois que du temps de Mobutu, il avait eu cette intention, mais après avoir enrôlé les étudiants en 1971, eh bien, l'expérience s'est arrêtée là, faute de budget et peut-être aussi d'une certaine volonté. On va lire la presse. Les journaux parus ce matin dans la capitale ont été sélectionnés et commentés pour vous par Sylvie Mboula, revue de presse. Bonsoir et bienvenue à ces journaux de journaux dont les yeux sont tournés à Kampala. Les conclusions attendues ce lundi renseignent le dépêché de Brazzaville. Le gouvernement ougandais a annoncé vendredi dernier que l'accord de paix entre le gouvernement et le M23 serait signé ce 11 novembre à Kampala. Les deux parties ont en effet harmonisé leur vue sur 11 clauses. Le M23 prend l'engagement formel de renoncer définitivement à la lutte armée, même si cela avait déjà été entériné dans le communiqué publié le 5 novembre par son président. Le gouvernement, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour faciliter et rendre irréversible la matérialisation du dit accord. Un accord avec l'ex-M23 ne tiendra pas, mentionne le guide. À propos de la signature du document qui va intervenir aujourd'hui, Mary Robinson se trompe énormément lorsqu'elle insiste en parlant d'un accord là où le gouvernement parle de la signature d'un simple certificat de décès du M23. Quoi qu'il en soit, le coup de sifflet final qui retentira aujourd'hui dans la capitale ougandaise mettra fin à un long feuilleton qui aura duré 11 mois et coûté des millions au trésor public. Restons en Ouganda, Museveni refuse d'extrader Sultani Makenga. Information à lire dans le forum des As. C'est par la bouche du porte-parole de son gouvernement qu'il affirme haut et fort: Museveni, le président ougandais, n'extradera pas vers la RDC le criminel de guerre Sultani Makenga, chef militaire du M23, réfugié sous le sol ougandais. Pas plus qu'il ne le livrera à aucune instance judiciaire internationale. Non plus, il ne l'arrêtera sur son territoire où il est et restera libre. Makenga est fixe, il est chez lui en Ouganda, protégé par son mentor Kaguta Museveni, comme les Kunda du CNDP au Rwanda. Manœuvre désespérée de Kagame pour influencer l'accord de Kampala entre Kinshasa et le M23. Le phare note que la population congolaise habitant la localité communément appelée Jolibois dans le territoire des Nyiragongo, Nord Kivu, est fort inquiète. Et pour cause, elle a constaté depuis le week-end une forte concentration de troupes rwandaises avec armement lourd dans la cité rwandaise dénommée Murambi, un jet de pierre de la frontière commune. Comme par hasard, des nouveaux bruits de bottes se font entendre à la frontière congolo-rwandaise à la veille de la signature par le gouvernement congolais et la rébellion du M23. Ainsi, tout en se montrant vigilante à Kampala pour ne pas retomber dans le piège comparable à celui de l'accord du 23 mars 2009, les autorités congolaises devraient prendre les dispositions requises pour consolider les acquis militaires à l'est du pays. Terminons avec cette nouvelle que rapporte la prospérité. Azarias Rouberois propose le leadership de Jésus-Christ pour l'unité nationale. Réunissant toutes les tendances de la classe politique ainsi que la société civile, le 9e petit déjeuner national de prière organisé le samedi 9 novembre a eu pour thème le leadership selon le modèle de Jésus-Christ. Ce déjeuner de prière a été un moment profond de partage biblique. Pour Maître Azarias Rouberois, principal initiateur de ces mouvements de communion fraternelle, il a exhorté que Jésus-Christ, en nous enseignant d'aimer nos ennemis, de pardonner à ceux qui nous ont offensés, à donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus-Christ nous a donné les leçons de leadership différents de ceux du monde, de la science et des autres leaders de tout le temps. À chacun de tirer sa conclusion. Ça sera tout pour cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous. Ambassadeur André Alain Atundou, on va conclure. Le document sera certainement signé à Kampala. Est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui que tout le mal va être conclu à l'issue de la signature de ce document? En fait, je voudrais saisir cette occasion, l'occasion de cette réponse pour attirer l'attention de l'opinion congolaise de ne pas céder à la naïveté. L'issue de la guerre a été victorieuse pour nous
Mais la conclusion doit être rassurante pour tout le monde. Si la conclusion n'est pas rassurante pour tout le monde, vous pouvez être sûr que dans 5 ans, 10 ans, nous allons recommencer, sinon plus tôt. Voilà pourquoi je pense qu'il faut s'en tenir à la stratégie de celui qui mène toutes les opérations et qui est à la manœuvre depuis le début, le président Kabila, à savoir respecter le volet politique, le volet militaire et le volet diplomatique. Donc, que tous ces volets puissent agir en synergie. Voilà la meilleure façon de garantir une paix durable à l'est de la République, dans la sous-région, et de promouvoir une coopération mutuellement avantageuse. Juste une curiosité, après Kampala, doit-on continuer maintenant avec la diplomatie? Mais en même temps qu'on fait Kampala, c'est la diplomatie. La diplomatie ne s'arrête pas qu'en Kampala. C'est aussi à New York, c'est aussi à Washington, c'est aussi à l'Union européenne, à l'Union africaine, etc. Notre diplomatie ne doit pas dormir sur ses lauriers. La diplomatie doit être alerte et proactive, autant que le militaire ne doit pas dormir sur leur laurier. Ils doivent renforcer leur capacité à empêcher l'entrée illicite ou agressive des forces de l'extérieur dans notre territoire. Autant sur le plan politique, nous ne pouvons pas non plus dormir sur nos lauriers en se disant les concertations nationales ont réussi à donner la cohésion nationale. Non, nous avons besoin de sauvegarder les intérêts fondamentaux et bien compris de la République, notamment l'intégrité territoriale, l'autorité de l'État et la survie des institutions et enfin l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Celle-ci ne peut pas intervenir si nous devons faire face à la guerre, si nous devons faire face à une fronde interne, si l'autorité ne s'exerce pas. Mais maintenant, je peux dire que nous sommes sur la bonne voie parce que tous ces éléments sont en train de s'agencer et de provoquer une dynamique nouvelle, n'est-ce pas, dans le sens de l'amélioration de la situation multisectorielle de notre République. Et c'est ça votre dernier mot? Pardon? Et c'est ça votre dernier mot? Si vous permettez. Mesdames, Messieurs, c'est pratiquement la fin de cette grande édition d'actualité qui a reçu pour vous l'ambassadeur André Alain Atundu, qui est cadre de la majorité présidentielle. Avec lui, nous avons fait le point sur l'éventuel document qui sera signé à Kampala. Avec le même plaisir, je vous retrouve demain mardi à 19h. Portez-vous bien.